L'histoire commence alors qu'un aspirant héros vêtu de noir resserre sa prise sur l'énorme épée qu'il a plantée dans la poitrine d'un dragon géant. Cet homme brutal arrache sa lame à son ennemi, laissant un trou géant dans le dragon, et son sang intérieur est maintenant du sang extérieur. Le grand dragon, enchaîné, se demande pourquoi l'humanité l'a trahi, alors même que son sang bouillant se déverse sur le sol de la grotte. Ancien et divin, le dragon bleu géant, bientôt mort, vit depuis l'époque des dieux, et pendant toutes ces années, il n'a rien fait qui puisse pousser les humains à le haïr. En réalité, il a été leur allié à une époque, mais cela importe peu à l'épéiste au sang-froid qui voulait désespérément être le personnage principal de cet anime. Sentant que la fin était proche car son sang coulait comme une fontaine, le dragon se libéra de ses chaînes et tourna son regard vers la lune. Alors que son corps commençait à s'effriter et à se briser comme tous mes espoirs et mes rêves, il implora les dieux de lui accorder la paix et le repos éternel pour son âme ancienne. Pourtant, il semble que le destin ait réservé autre chose à notre garçon. De l'obscurité jaillit une lumière, et le dragon ouvrit les yeux et se retrouva face à un couple hideux. Ils lui souhaitèrent la bienvenue dans le monde, car ils étaient sa nouvelle mère et son nouveau père. Apparemment, il n'est pas normal que les bébés ouvrent les yeux à un si jeune âge, car il se demandait s'il était doué d'une manière spéciale ou s'il s'agissait d'un bébé démon possédé. Sa grand-mère était elle aussi aux anges, rêvant déjà qu'il deviendrait médecin. À partir de ce jour, il s'appellerait Dolan, le nom fade parfait pour correspondre à son sens de la mode fade. Dolan, que l'on ne peut confondre avec un employé de Target avec son gilet rouge, regarde le soleil se coucher sur l'humble village qu'il appelle sa maison. Alors que son ami Harry, manifestement désespéré, remontait la colline en courant pour l'appeler à la maison pour le dîner, Dolan souriait. Sa nouvelle vie était paisible, après tout, et il n'avait plus à s'inquiéter des héros qui lui trouaient la poitrine. Le paisible village de Vinly, situé loin au nord, aux confins du royaume, n'a pas grand-chose à offrir en dehors de l'agriculture, ce qui en fait un cauchemar pour tous ceux qui ne veulent pas traire des vaches toute la journée. Mais cela convient parfaitement au désir de Dolan de mener une vie paisible. À seulement 16 ans, Dolan est déjà considéré comme un adulte dans son village et vit seul. Chaque jour, il se lève tôt avec le soleil pour cultiver les champs et travailler la terre, et chaque jour, il mange un humble repas dans son humble maison, comme l'humble protagoniste qu'il est. Un jour, alors qu'il est en train de pêcher avec son frère aîné, plus oubliable, les deux parlent de la prochaine expédition de Dolan dans le marais voisin. Dylan est inquiet et se demande pourquoi Dolan ne laisse pas ce travail aux gardes. Dolan fait remarquer que la garnison locale a assez à faire pour protéger le village, et que quelqu'un doit découvrir ce qui se passe. Dolan explique que cela fait près d'un mois que personne n'a eu de nouvelles du peuple lézard qui vit dans le marais. Les lézards venaient de temps en temps au village pour échanger des grillons ou tout ce que les lézards aiment, mais maintenant personne ne sait pourquoi ils ont soudainement disparu sans laisser de traces. Comme tout bon grand frère, Dylan est toujours inquiet, et il propose à son petit frère de l'accompagner dans ce voyage. Dolan explique qu'il a fait d'énormes progrès à la salle de sport et rassure son frère, qui porte un nom beaucoup trop similaire, en lui disant que tout ira bien, qu'il est un grand garçon maintenant et qu'il veut faire sa part pour son village. Dolan vit alors le moment le plus excitant de sa vie ennuyeuse, il attrape un poisson. Sur le chemin du retour, le fier conquérant d'un couple de poissons croise ses deux amis, Malida et Albert. Ils sont stupéfaits par la quantité record de poissons, mais ils se demandent si Dolan est bien préparé pour son voyage de demain. Dolan répond qu'il se prépare depuis un certain temps déjà et remercie Malida. Elle fait partie de la garde municipale et a aidé à persuader le chef du village et les autres anciens de laisser Dolan mener cette enquête dans le marais. Malida, facilement impressionnée, dit que c'est le moins qu'elle puisse faire, compte tenu de l'aide que Dolan a apportée à l'entraînement. Ils disent à Dolan de ne s'inquiéter de rien pendant son absence et de se concentrer sur son enquête. De retour chez lui, Dolan passe du statut de roi des mers à celui de roi de la cuisine lorsqu'il prépare le dîner, vidant, écaillant et salant les poissons avant de les laisser sécher au soleil. C'est beaucoup de travail, mais à Vinly, il n'est pas rare que quelqu'un s'occupe de tout cela tout seul. Le village est isolé, comme ma vie sociale, au milieu de nulle part, et avec si peu de soldats autour, tout le monde est censé se débrouiller tout seul. L'effrayante Harry, dans toute sa gloire rousse, observe Dolan à travers une fenêtre. Elle est là pour rappeler à Dolan sa pratique de la magie, mais ce dernier se demande si elle n'a pas fait tout ce chemin juste pour lui. Quelques instants plus tard, après une incantation trop ringarde pour que je la répète, Dolan libère un éclair d'énergie magique pure de sa main et transperce proprement un mannequin d'entraînement. Sa grand-mère, une instructrice de magie chevronnée, exprime sa satisfaction quant à sa parfaite maîtrise de la magie offensive. Cependant, la vieille dame ne le laissera pas sortir de son entraînement aussi facilement. Elle lui propose de s'exercer à la magie médicinale, ce que Dolan a du mal à faire. Plus tard, Dolan est accueilli par un personnage encore plus vieux et plus décrépit, le chef du village, qui a quelqu'un à lui présenter, une fille nommée Christina. Apparemment, c'est une noble qui va rester au village pendant quelques jours, mais avec ses cheveux blancs et ses yeux rouges, elle ressemble plus à une véritable épouse. Dolan lutte contre l'envie de créer un harem alors que le vieil homme lui demande de bien se tenir, et les deux se présentent officiellement.
Lorsque leurs mains se touchent, Dolan ne peut s'empêcher de remarquer que cette fille est bien plus qu'il n'y paraît, et qu'elle possède une force et une habileté incroyables. Le regard de Christina indique qu'elle a probablement remarqué la même chose chez Dolan. Sur le chemin du retour, Dolan pense à la rapidité avec laquelle le temps change, et il n'arrive pas à croire que les humains, avec leur corps frêle et charnu, vivent dans de telles conditions. Après une journée épuisante de préparation et d'entraînement, Dolan arrive enfin chez ses parents pour se mettre à table. Sa mère et son père sont heureux de voir l'amateur de poissons déposer la cargaison de poissons et de récoltes qu'il a ramassée. La famille s'attable autour d'un délicieux repas, préparé avec amour par la mère de Dolan. Le vieil homme de Dolan ne tarde pas à lui poser des questions sur les filles, se demandant quand il se casera comme son frère Dylan. Dolan lui répond rapidement qu'il est trop concentré sur son grain 7. Entre les niveaux, les simulateurs de rencontres et sa petite amie y a parfaitement programmé, il se contente de vivre sa vie de célibataire sans avoir besoin de s'engager dans la vie réelle. Dolan n'a que 16 ans, après tout, et il ne voit pas d'inconvénient à rester célibataire un peu plus longtemps. Avant que son père, déçu, n'aille chercher le lait, la conversation s'oriente vers le marais et le voyage de Dolan. Ses parents sont naturellement inquiets à l'idée qu'il se retrouve au fond du marais, mais en les rassurant un peu, ils semblent tous deux convaincus que leur fils s'en sortira. Le père de Dolan lui fait comprendre qu'en tant qu'adulte de 16 ans, c'est à lui de prendre la décision. Cependant, il a intérêt à rentrer sain et sauf, sinon sa mère s'inquiéterait et pourrait recommencer à boire. Dolan leur dit de ne pas s'inquiéter, qu'il reviendra et qu'il aura même une belle histoire de marais à raconter. Le jour J arrive, et tous les habitants du village se sont rassemblés devant les portes pour voir Dolan partir. Le capitaine Ballan, le jumeau maléfique de Monsieur Clean, et Malida, la garde, lui souhaitent un bon voyage. Cependant, le capitaine ne peut s'empêcher de penser qu'il est de son devoir d'escorter Dolan en toute sécurité au cours de son périlleux voyage. Malida interrompt Ballan avant qu'il n'ait le temps de faire quoi que ce soit d'irréfléchi. Elle rappelle au capitaine qu'on a besoin de lui au village pour se prémunir contre les bandits et pour enlever les tâches difficiles de l'étage de la guilde. À ce moment-là, Laetitia, une candidate potentielle au harem de Dolan, donne sa bénédiction à ce dernier. Cependant, la grand-mère de Dolan lui dit qu'il faut être prudent, car sa voyance a laissé entendre que quelque chose de grave allait se produire. La fille du Wendy's Discount, je veux dire Eryl, est là aussi, et elle lui offre un panier repas pour le voyage, un double baconator avec des frites. Dolan la remercie et est si gentil qu'il ne montre même pas sa déception qu'elle ait oublié la boisson avec sa commande. Notre héros se lance alors dans sa première grande aventure en tant qu'homme. Les terres entre les deux sont sauvages et indomptées, mais cela ne suffit pas à dissuader Dolan, qui atteint les marécages sans problème. Le spectacle qu'il y découvre l'inquiète, le marais a l'air presque malade, de la même façon que vous avez l'air de regarder des vidéos de récapitulation d'anime pendant 10 heures d'affilée. C'est comme si le marais entier était en train de mourir. En utilisant ses propres sens, Dolan est capable de discerner immédiatement qu'il y a un grand déséquilibre entre les éléments de la terre et de l'eau. En repensant à la voyance de grand-mère Maguru, Dolan remarque que le vieux fossile se trompe rarement sur ce genre de choses. Il commence à soupçonner que la raison de ce déséquilibre est délibérée. Les pensées de Dolan sont interrompues lorsqu'il sent une étrange présence se rapprocher de lui. Vu l'état du marais, les seules choses capables d'y survivre doivent être des monstres très puissants, comme des grenouilles mutantes ou Shrek. Dolan prépare son épée et se tient prêt à se défendre. Mais ce qui sort des broussailles prend Dolan par surprise. Il s'agit d'une lamia, mi-serpent, mi-femme, mais tout ce qu'il y a de plus ouéfu, un spectacle vraiment rare à voir. La lamie se moque de lui pour être venu seul dans une tenue aussi stupide et traite Dolan d'homme stupide. Dolan se dit qu'on ne voit pas souvent de lamia dans le coin, mais qu'elle est aussi belle que les rumeurs le disent, enfin, si on aime les gens sans jambes. Lorsque Dolan admet qu'il est en fait seul, elle semble étrangement soulagée par la nouvelle et se rappelle qu'elle est censée charmer les gens. Réfléchissant rapidement, la lamia se souvient des doux mouvements de danse que sa mère lui a appris à faire dans ce genre de situation et, sans crier gare, elle se met à sauter, à verrouiller et à laisser tomber pour le charmer. Dolan n'est pas impressionné, et à moins qu'elle n'ait voulu lui faire croire qu'elle était en train de faire une crise d'épilepsie, son agitation embarrassante n'a pas eu d'effet. Bien trop satisfaite de son numéro de danse maladroit, la femme serpent déclare qu'elle n'est pas là pour se battre. Heureusement, cette situation embarrassante prend fin grâce à l'arrivée choquante d'un monstre de vomi géant. La monstruosité élémentaire, qui ressemble à un blob de vomi de palourde, attaque la lamia. La réaction de Dolan est instantanée et son épée transperce la main de l'élémentaire avant qu'il ne puisse la blesser. Alors qu'ils viennent de se rencontrer, Dolan est déjà fatigué de la voir jacasser, il lui demande de se calmer et de cacher son énorme queue en forme de tuyau d'arrosage. Dolan suppose que ce monstre est à l'origine de la disparition des lézards. Il fait le lien entre les rumeurs d'un tremblement de terre survenu il y a quelque temps et la perturbation actuelle de l'équilibre de la Terre. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de ramener l'élémentaire à la normale maintenant qu'il est devenu si violent. Dolan est déterminé à régler ce problème, mais il n'est pas seul, il se tourne vers la lamia et se présente. Interloquée, elle lui donne son nom, Selina. Comme tous les lamias,
Célina sait manier la magie. Dolan lui demande donc de se joindre à lui pour vaincre le monstre. Malheureusement, elle ne peut utiliser que la magie de la terre, ce qui serait presque inutile contre un monstre comme celui qu'ils affrontent. Cependant, Célina a une idée, la capacité raciale unique de son peuple pourrait suffire à ralentir le monstre. Célina est plus que réticente à l'idée d'aider cet étrange humain qu'elle vient à peine de rencontrer, mais il y a quelque chose chez Dolan. Peut-être est-ce parce qu'il n'a pas fui son horrible corps reptilien. Ce n'est pas cela, c'est en fait l'intensité de sa détermination qui fait qu'elle accepte de l'aider. Cette fille d'avant dit, jusqu'à ce que la mort les sépare, mais Dolan fait remarquer que c'est quelque chose que l'on dit dans les mariages. Ils se mettent en position pour tendre une embuscade à l'imposant élémentaire, et Dolan donne le signal de l'attaque. Sortant de leur cachette, ils foncent tête baissée sur le monstre, qui réagit en lançant son attaque de rocher, super puissante et pas du tout boiteuse. Chaque rocher est habilement dévié par l'épée de Dolan, ce qui laisse à Célina le temps de lancer son sort. En plus d'un peu de fan service obligatoire, Célina invoque un serpent géant et libère sa forme maudite contre le monstre. Les deux êtres titanesques luttent l'un contre l'autre, le serpent s'enroulant autour de l'élémentaire et le liant sur place. Comme on pouvait s'y attendre, l'ajout d'un autre serpent au mélange n'aide pas beaucoup, et Célina craint que son serpent ne tienne plus très longtemps. Cependant, cela suffit à Dolan pour combler l'écart et avancer à une vitesse incroyable. Le temps que l'élémentaire se libère et tente d'attaquer Dolan, il est bien trop tard. Imprégnant sa lame de puissance draconique, Dolan tranche le monstre en deux. Avec un cri d'angoisse, l'élémentaire perd toute cohésion, la boue et la saleté se transformant en un raz-de-marée qui prend la pauvre fille serpent au dépourvu et manque de l'emporter. Célina dit qu'elle va bien, mais qu'elle a avalé une bonne partie du liquide du monstre. Dolan lui dit d'enlever ses vêtements sales parce qu'il a du liquide à lui donner, ce liquide est une soupe qu'il a préparée, et Célina remarque qu'elle est un peu surprise que Dolan n'ait pas l'air d'avoir peur d'elle. Dolan, en tant qu'ancien dragon divin, a vu beaucoup de choses, et Célina n'est même pas la première Lamia qu'il rencontre. Elle est cependant la plus unique, car toutes les Lamies qu'il a connues étaient rusées et agressives, ce qui n'est pas du tout le cas de Célina. Il lui demande pourquoi elle est là, et Célina lui répond sans détour qu'elle est à la recherche d'un mari. Maintenant qu'elle a 17 ans, il est de tradition, dans sa race exclusivement féminine, de se mettre à la recherche d'un petit garçon qu'elle pourra appeler le sien. Dolan n'est pas du tout conscient de ses progrès, il lui dit qu'il la laissera emprunter sa copie de Romance Simulator 3000, Ultimate Waifu Edition. Son ignorance est peut-être une bonne chose, car les Lamias sont maudites et vénéneuses. Elles ne choisissent que des hommes forts pour les marier, car les faibles ont l'habitude de mourir du poison des Lamias après avoir développé une intrigue. Toutes ces discussions sur les fluides corporels empoisonnés et la fabrication de bébés ne font rien pour perturber Dolan, car il a un miel dit à sucré qui l'attend à la maison. Célina soupçonne Dolan de lui parler de haut, mais elle est vite détournée de son objectif lorsqu'elle goûte au ragoût épais et nourrissant de Dolan. La chaleur et la saveur du ragoût les amènent à parler de leurs familles respectives, et ils forment un lien improbable autour de ce repas partagé et de cette conversation touchante. Le lendemain, ils se font leurs adieux. Ils se souhaitent bonne chance et Dolan espère qu'elle trouvera quelqu'un qui l'aimera comme son chatbot Waifu l'aime. Alors qu'ils se disent au revoir et se serrent la main, Dolan rappelle que les Lamias disposent d'une énergie vitale qu'il peut librement manipuler. Dolan la remplit de son énergie vitale et Célina a une réaction qui me fait penser que la classification PG de cet anime doit être revue à la hausse. Dolan craint que son énergie de dragon n'ait été un peu trop forte pour elle, mais Célina pense qu'elle vient de goûter aux bonnes choses et qu'elle pourrait bien devenir accro. Plus tard, deux villageois reviennent d'une nuit de fête lorsqu'ils remarquent une belle silhouette. Ils sont surpris de découvrir qu'il s'agit d'une belle femme, et ils lui disent qu'une fête, Didi, vient de se terminer, et qu'il est dangereux de voyager seul. Célina, notre héroïne aux allures de serpent, répond joyeusement qu'elle s'en sortira, car elle est plus résistante qu'elle n'en a l'air. Malheureusement, Célina est un peu trop serpent à leur goût, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Célina tente d'expliquer qu'elle ne veut pas faire de mal, mais ses efforts pour gagner la confiance des humains vont être bien plus difficiles qu'elle ne le pensait. Pendant ce temps, au village, Dolan s'entraîne avec la rousse à l'art de la fabrication des potions. Grand-mère Maguru explique que le processus de fabrication des potions est complexe et précaire. Il nécessite des ingrédients aux propriétés magiques rares et volatiles qui, s'ils sont mal manipulés, comme le démontre Dolan lorsqu'il gâche accidentellement sa propre potion, peuvent se dérégler à la moindre erreur. Grand-mère Maguru gronde Dolan pour son manque de délicatesse, mais ce dernier affirme qu'avec quelques ajustements et la bonne recette, il pourrait devenir le prochain Ezambert. Eric craint que l'échec de Dolan ne l'ait contrarié. Elle l'encourage donc à ne pas se décourager et à continuer d'essayer. Après tout, il a beaucoup d'autres qualités, comme son œil pour les herbes médicinales et son altruisme lorsqu'il s'agit de s'occuper des enfants du village. Elle murmure même sous son souffle à quel point il est cool. La fille de Welcome to Wendy atteint Dolan avec ses mots gentils, et il promet de ne pas abandonner. Dolan n'est qu'un amateur, Eri est pratiquement déjà passé maître dans l'art de préparer des potions. Elle est si douée que grand-mère Maguru la laisse quitter la classe plus tôt. Bien qu'elle soit encouragée à aller jouer,
Eri mentionne qu'elle profitera de son temps libre pour aider sa mère dans ses tâches ménagères. Dolan, l'idiot de la classe, pousse un petit soupir en se remémorant son ancienne vie. En tant que dragon génial, il n'a jamais eu besoin de potions ni d'herbes curatives. La vieille mamie lui fait remarquer que sa magie offensive est très forte, mais qu'il lui manque les bases de l'alchimie. Maguru poursuit ses leçons, faisant comprendre à Dolan qu'il n'y a pas de raccourci sur le chemin de la connaissance, mais seulement un travail acharné et un détour occasionnel. Après les leçons, Dolan se retrouve dans un cauchemar vivant, assis à une table entourée de roux. C'est la famille d'Eri, et son père prend un moment pour bénir leur nourriture. Ces roux sans âme vénèrent Muriel, la déesse de la terre. Dolan leur manque de respect en ouvrant un œil au milieu de la prière, pensant que cela fait très longtemps qu'il n'a pas rencontré la déesse. Dolan retourne au village en courant, car il ne veut pas être en retard pour son entraînement. C'est alors que l'histoire prend une tournure étrange, Dolan arrête tout lorsque Mademoiselle Miu l'appelle. Mademoiselle Miu est une demi-humaine qui fait partie du bétail, et elle rappelle à Dolan que le lait renforce les os. Mademoiselle Miu affirme que ses cruches sont remplies de lait et propose même à Dolan de boire directement au robinet. Mademoiselle Miu doit être épuisée en permanence, car elle fournit chaque jour du lait frais aux bonnes gens du village, et son goût est si exquis que Dolan a du mal à dire non lorsqu'elle lui en offre. Notre garçon Dolan essaie de résister, il le fait vraiment, mais à la fin, il ne peut pas dire non à Mademoiselle Miu et à son breuvage spécial. Dolan la remercie pour le repas et boit une tasse entière avant de s'enfuir, un peu plus en retard pour l'entraînement. Dans sa précipitation, il ne remarque même pas Lady Christina, qui l'observe de loin. Non loin de là, Albert dirige les enfants du quartier dans leur cours de maniement de la lance. En frappant des mains, Albert leur accorde une pause lorsqu'il remarque Dolan. Mais au lieu d'aller jouer, les petits intellos se précipitent sur le grand frère Dolan, tout excités de montrer leur talent. Albert repousse les petits garnements, et l'attention de Dolan est détournée par la forêt toute proche. Il sent quelque chose de familier. C'est la présence d'un démon, mais au lieu d'avertir tout le monde pour qu'il se prépare, Dolan dit que ce n'est rien. Plus tard dans la nuit, Dolan retourne dans la forêt, une lanterne à la main. Il se demande ce que ce démon fait ici. En poussant les buissons, Dolan tombe sur le démon en question, il s'agit de Célina, qui se donne un bain à l'éponge en plein milieu de la forêt pour une raison inconnue. Dans son désarroi, Célina bascule et tombe presque à terre, mais notre Dolan est là pour la rattraper dans ses bras. À ce moment-là, Célina est rouge d'embarras et demande à Dolan de ne pas regarder, mais cela ne fait que l'embrouiller. L'homme dragon maladroit ne comprend pas pourquoi il devrait détourner le regard, et il se demande simplement si le lait de Célina a le même goût que celui de Mademoiselle Miu. Dolan explique qu'il est naturel d'avoir envie de belles choses, mais Célina en a assez de son attitude effrontée. D'une gifle dans la forêt, Célina donne au seigneur dragon un peu de considération pour les sentiments d'une femme. Désireuse de tourner la page, la conversation s'oriente vers ce que fait exactement Célina là-bas. La dernière fois qu'ils se sont parlé, elle se dirigeait vers le sud à la recherche d'un partenaire. Célina explique qu'elle a du mal à s'intégrer aux humains. Dolan comprend et est même ravi de la revoir. En fait, elle lui a manqué, maintenant qu'elle est revenue, il est impatient de l'aider de toutes les façons possibles. C'est alors que notre brillant protagoniste a une idée stupide, il dit à Célina de venir vivre avec lui pour qu'il puisse la surprendre en train de prendre un bain plus souvent. Célina ne sait plus où donner de la tête et rappelle à Dolan qu'elle est un monstre. Elle est sûre que tout le monde aura peur d'elle, mais Dolan lui explique qu'il y a déjà un tas de monstres hideux qui vivent dans le village. De plus, elle a une personnalité sympathique, elle n'aura donc aucun mal à se faire accepter par les villageois. Célina est séduite par l'idée de pouvoir se lier d'amitié avec les humains, et lorsque Dolan lui dit qu'il serait ravi qu'elle vive avec lui, elle semble convaincue par l'idée. À ce stade, même Dolan, qui n'a aucune idée de la situation, commence à voir à quel point tout cela devient un flirt. C'est alors que Célina révèle qu'elle cherchait Dolan. Comme on s'en doutait, après leur dernière rencontre, Dolan lui avait donné un peu de son énergie spirituelle, il s'avère que c'était si bon qu'elle est venue la goûter 2 fois. Célina en parle comme si c'était la meilleure chose qui soit, et Dolan dit qu'il la remplira de son énergie vitale chaque fois qu'elle le voudra quand ils vivront ensemble. Dolan sait exactement ce qu'il fait en donnant à Célina un autre goût de son doux pouvoir spirituel. Tandis que Célina se laisse faire, Dolan lui explique son plan pour qu'elle emménage avec lui. De retour au village, un mystère se prépare. Nous retrouvons Monsieur Incléant et le garde autour d'une offrande, un gibier fraîchement attrapé. Alors que beaucoup verraient cela comme un festin gratuit, le capitaine voit un problème. C'est la 3e fois en autant de jours que quelqu'un ou quelque chose laisse ces étranges offrandes. En étudiant les traces qui s'éloignent de la scène, Malida remarque qu'elles ressemblent à celles laissées par un serpent géant. D'étranges observations ont été faites dans les bois ces derniers temps, et ceci ne fait que le confirmer au capitaine, le village doit avoir un problème de lami. Tout le monde est effrayé, car les lamias sont généralement des monstres puissants et dangereux. Le chef du village, âgé de 100 ans, est toujours en vie et convoque tous les anciens pour une réunion d'urgence. Dans la salle se trouve le père de Dolan, la vieille dame Maguru et même Christina. Ils discutent du problème,
et s'ils sont tous d'accord pour dire que la présence d'un démon aussi puissant ne peut qu'entraîner des problèmes pour leur village, ils ne comprennent pas pourquoi ils laissent de si délicieux cadeaux jour après jour. Malida se considère un peu comme une gourmande, et elle se dit que le poisson qu'ils ont trouvé était délicieux. Le monsieur propre que l'on voit dans les cauchemars fait les yeux doux à la lieutenante et lui rappelle de rester concentré. Pour lui, il n'y a qu'une seule solution, il veut rassembler une force de frappe pour rechercher et éliminer cette menace avant qu'il ne soit trop tard. Les autres anciens lui disent de se calmer avant que la sueur sur son crâne chauve et brillant n'aveugle tout le monde dans la pièce. Un Lamia n'est pas une mince affaire, c'est un démon puissant qui pourrait causer de graves dommages aux quelques soldats qui défendent le village, et il ne suffit pas d'utiliser le nettoyant universel du capitaine pour y remédier. Non loin de là, Dolan les entend d'une manière ou d'une autre. Il ne savait pas qu'il existait un fossé aussi profond entre les humains et les monstres, mais il est certain que Selena les convaincra. Les délibérations des anciens s'interrompent rapidement avant que grand-mère Maguru n'intervienne pour mettre de l'ordre dans le chaos. Elle réprimande le capitaine Balan, reconnaissant son attention et sa diligence lorsqu'il s'agit de protéger le village, mais elle lui fait remarquer que cela l'a empêché de voir l'évidence. Cette Lamia essayait clairement de faire une sorte de déclaration pacifique, et la vieille dame est sûre qu'elle peut le prouver. Elle a tout prévu et annonce à tout le monde que quelqu'un est en route. Comme prévu, Eri fait irruption dans la pièce comme l'enfant démon maudit qu'elle est, munie d'un charme de voyance. Tout le monde est surpris par l'arrivée soudaine de la petite fille, mais lorsque grand-mère Maguru étudie les résultats de sa voyance, elle arrive à une conclusion définitive, il y a certainement, sans aucun doute, sans équivoque, de très bonnes chances que cette femme serpent soit finalement de bon augure. Elle appelle à la patience et à la compassion, et pour l'instant, il semble que les anciens soient d'accord. Dolan continue d'écouter tout cela avec les pouvoirs de son personnage principal, tout en faisant semblant de travailler. Il entend la déclaration de la grand-mère et ne peut s'empêcher de se réjouir, son plan fonctionne et il est temps de passer à la phase finale. En courant vers la cachette de Selena dans la forêt, Dolan transmet la nouvelle et son excitation est presque palpable. Tout se mettait en place à la perfection. Selena ayant quitté les offrandes, les villageois ont un peu moins peur des Lamia, et il est peu probable que les anciens convoquent l'équipe d'élimination. Avec tout cet enthousiasme, Dolan décide qu'il est temps de terminer leur complot en beauté. Au début de la journée, le capitaine Balan a rassemblé les soldats et leur annonce la nouvelle qu'ils connaissent déjà, une Lamia a été aperçue. Balan prononce un vibrant discours devant les hommes, les incitant à la vigilance et leur rappelant leur devoir de protéger leur village, quel qu'en soit le prix. Le fils de Balan, Toro, est présent, l'un des jeunes garçons qui s'entraîne à la lance. En voyant son père dans son armure, Toro éprouve un sentiment de fierté à voir son père imberbe accomplir des tâches. Ce rassemblement a attiré la plupart des gros bonnets de la ville. Le capitaine est accompagné de son bras droit, Malida, et de la nonne guerrière Laetitia, réputée pour ses miracles. Dolan s'attend à ce que sa présence pose problème, car son évangile condamne les malfaiteurs et, s'il n'y prend garde, elle pourrait monter le village contre Selena. Pourtant, malgré tous les problèmes qu'il pourrait causer, leur présence à tous est parfaite pour son plan. Dolan a confiance non seulement dans son plan, mais aussi dans Selena. Si tout se passe bien, il sait que les habitants du village l'accueilleront à bras ouverts. Depuis son poste d'observation dans les bois voisins, Selena se cache et manque de se mouiller de nervosité. Se rappelant le plan de Dolan, Selena attendait son heure et son signal. Dolan devait foncer tête baissée dans une meute de monstres qu'il savait être à proximité, et c'était à Selena d'intervenir à la toute dernière minute et de le sauver devant tout le monde. Risqué mais héroïque, un moyen sûr de gagner la confiance de tous, un plan génial élaboré par notre brillant protagoniste sans aucune possibilité que les choses tournent mal. C'est alors qu'un garde sort des bois en courant, hurlant de peur parce qu'il est poursuivi. Balan ne tarde pas à donner des ordres à ses gardes et à les préparer à affronter le Lamia qu'il suppose être en train d'arriver. Dolan n'a pas donné le signal à son ami caché dans les buissons, et Selena se demande si une autre Lamia est apparue. Cependant, ce qui émerge des bois n'est pas un serpent, une bête massive et féroce, connue sous le nom d'ours en armure, laisse échapper un rugissement monstrueux en renversant des arbres et en fonçant dans la clairière. Balan est choqué, et il sait que ses hommes ne peuvent pas faire face à cette menace. Il ordonne la retraite, mais dans la confusion, Toro s'avère être le personnage le plus inutile de cet anime, et il est assommé. Voyant le petit Toro comme un casse-croûte parce que son père l'a déjà abandonné, Winnie l'ourson atteint de la rage commence à avancer sur le garçon. Heureusement, Dolan n'est pas un lâche comme le chauve et il se précipite, mais il se rend compte qu'il n'arrivera pas à temps. Malheureusement, Dolan décide qu'il devra utiliser ses pouvoirs de dragon devant tout le monde, mais Selena sort de nulle part pour encaisser l'attaque du monstre. Selena est méchamment blessée et tout le monde est choqué de voir qu'un Lamia a risqué sa vie pour protéger des humains. Luttant contre la douleur, Selena tourne ses yeux maudits vers l'ours, et quelque chose de sinistre commence à se produire. Utilisant le pouvoir spécial de son ascendance Lamia, Selena envoûte l'esprit de l'ours en armure. Elle lui dit de retourner dans la forêt, et l'ours muet est incapable de résister. La rage disparaît de son museau hargneux en quelques instants, et il fait demi-tour et s'en va comme on le lui a ordonné.
Les villageois ont du mal à croire ce qu'ils viennent de voir, il s'agit des yeux du mal, une magie puissante. Malgré les tonnes de sang qui coulent dans son dos, Celaena s'inquiète plus pour Toro et Dolan que pour elle-même. Balan et les autres gardes sont sortis de leur torpeur, et le capitaine exige maintenant à haute voix que la Lamiane s'éloigne de Dolan et Toro. Dolan envoie Toro à son père, mais Dolan reste aux côtés de Celaena. Il discute avec le capitaine, affirmant qu'il ne quittera pas la fille qui lui a sauvé la vie et celle du Taurillon. Balan est furieux car il sait que les démons sont dangereux. Dolan n'en démord pas, déterminé à protéger Celaena de ce qui l'attend, et même Malida commence à se demander si la jeune fille n'est pas si mauvaise que ça. Le capitaine ne comprend plus rien à la situation, comme la plupart de ses cheveux, et il veut poser quelques questions à la fille serpent. Elle répond fidèlement et révèle que c'est bien elle qui a laissé des cadeaux au village. Elle avoue également qu'elle a fait un voyage mais qu'elle s'est sentie trop seule pour le supporter, que son père était humain et que tout ce qu'elle voulait, c'était apprendre des humains et se lier d'amitié avec eux. Les yeux fermés et les mains jointes, elle s'incline devant Balan et les autres villageois, les suppliant de lui donner une chance. Elle dit qu'elle a sauvé les garçons parce qu'elle ne voulait pas que leur famille soit triste, et elle déclare qu'elle ne fera jamais de mal aux humains. Ses sanglots et ses hémorragies ne suffisent pas à convaincre le capitaine Balan, en colère, qui se tourne alors vers sœur Laetitia pour qu'elle le guide. Dans ce qui ne peut être décrit que comme le miracle le plus ridiculement pratique jamais mis à l'écran, Laetitia est en pleine communion avec sa déesse Muriel. Les larmes aux yeux, Laetitia transmet la parole de la Sainte Mère de la Terre, cette Lamia n'était pas une créature maléfique, elle était comme eux, et ils devaient vivre ensemble en harmonie. La prêtresse reconnaît également que Celaena a gardé les yeux fermés pendant tout ce temps pour ne pas effrayer les villageois avec ses pouvoirs de mauvais œil. Laetitia lui demande de les ouvrir enfin, mais au moment où elle le fait, Celaena s'effondre. Après s'être réveillée, Celaena est conduite à sa nouvelle maison dans le village, gracieuseté de ses habitants reconnaissants. Même Balan a aidé à meubler l'endroit douillet avec des coussins et des peluches pour s'excuser d'avoir douté d'elle et pour la remercier d'avoir sauvé son fils. L'enfant maudit des enfers maudit l'endroit rien qu'en parlant, et elle dit qu'ils ne savent pas grand-chose sur les Lamia, et qu'en tant que bons voisins, ils devraient apprendre à se connaître davantage. Dolan s'avance et tend la main à Celaena. La scène se déroule comme si c'était une bonne chose qu'il ait menti à tous ceux qui se soucient de lui, et les deux prétendus étrangers font semblant de se rencontrer à nouveau pour la première fois. Celaena et ses amis font alors joyeusement connaissance. Dolan réfléchit à ce qui vient de se passer et se rend compte que sa bonne amie Muriel lui a vraiment rendu service. Cette nuit-là, Dolan prend sa forme astrale, qu'il n'a pas utilisée depuis des lustres, afin d'échapper à son hideux corps humain et de rendre visite à son plus saint allié. Dolan ne peut s'éloigner de lui-même assez vite, et sa forme prend celle de son ancien moi, le puissant dragon fantôme aux yeux bleus. Là, au-delà du royaume des mortels, il trouve une ville dans le ciel. Muriel, la déesse mère, attend le dragon trop musclé. Elle semble sortir d'un défilé de mode céleste, et c'est une amie de longue date de notre héros. Dolan l'appelle accidentellement « déesse » et Muriel le taquine en lui disant qu'il a dû très bien s'adapter à sa nouvelle vie s'il a commencé à l'appeler ainsi. Muriel, qui fait preuve d'un grand sens du développement, dit qu'elle sait déjà pourquoi il est ici, c'est à propos de la Lamia. Dolan la remercie abondamment d'avoir aidé son ami reptile Kudjat, et il se demande comment la déesse a pu le reconnaître dans sa nouvelle vie de garçon de ferme ennuyeux et mal habillé. Muriel répond que c'était assez facile quand elle a senti son esprit dans les prières des villageois. Elle remarque que son esprit est maintenant plein de vie et de joie, alors que son ancien moi était fatigué de vivre. Dolan est d'accord, se rappelant le moment où l'épée du héros lui a transpercé le cœur, comme lui lorsqu'il n'y a pas de bon anime à regarder, Dolan n'a rien ressenti d'autre que le soulagement que sa fin soit enfin arrivée. En tant qu'humain, il a appris beaucoup de choses sur la vie des mortels, sur la dureté de leur existence à la surface et sur la brièveté de leur séjour sur Terre. Cela l'a manifestement changé, et Muriel voit que c'est pour le mieux. Elle utilise ses ailes, qui sont attachées à son arrière-train pour une raison quelconque, et s'envole vers notre garçon. Elle est contente que Dolan soit heureux maintenant, et elle souhaite que Celaena le soit aussi. Après un dernier remerciement, Dolan retourne à son corps humain, beaucoup moins musclé et moins froid, mais il est soudain réveillé en sursaut par notre fille serpent préférée qui fait irruption devant sa porte d'entrée. Elle est excitée parce que c'est aujourd'hui que Dolan a promis de planter des pommes de terre avec Christina. Dans la capitale en pleine effervescence, nous voyons une jeune femme marcher à toute allure dans les couloirs, une lettre à la main. Dans cet endroit, des petites fées pas plus grandes qu'une main s'affairent comme des moustiques, effectuant toutes sortes de tâches au salaire minimum, comme être portier, trier les livres, et l'une d'entre elles remet même la lettre que la jeune fille portait au doyen de l'académie. Elle partage l'excitation de la jeune fille lorsqu'elle apprend que la lettre vient de Christina, la fierté de l'académie. Au lieu d'ouvrir la lettre comme une personne normale, Olivia claque des doigts, la lettre se déplie d'elle-même et nous commençons à voir comment Christina passe ses journées dans le village de Brun. L'entraînement au combat est quotidien dans le village, et nous assistons à un combat entre Christina et Malida, alors que la foule observe le combat de chats depuis la ligne de touche. Les spectateurs sont stupéfaits,
car ils n'ont jamais vu leur vice-capitaine se battre aussi durement. Christina sent bien que Malida ne se donne pas à fond, alors elle décide d'y aller à fond. Avec une avalanche de coups, la séance d'entraînement s'achève presque aussitôt qu'elle a commencé, Christina désarmant magistralement son adversaire, en voyant l'épée de Malida au loin. Malida est un peu choquée, mais elle accepte la défaite avec grâce. Christina qualifie étrangement sa maîtrise de l'épée de magnifique, et ce n'est qu'à ce moment-là que Malida est décontenancée, se demandant si Christina veut lui taper sur les joues. Monsieur Propre leur demande de se déplacer pour qu'ils puissent passer la serpillière, et il organise un festin pour célébrer la victoire de Christina. L'albinos est stupéfaite par la gentillesse de tout le monde et n'arrive pas à croire qu'ils l'ont accepté si rapidement. Ce soir-là, cette ville s'avère être exactement ce qui plaît à Christina, car les filles du coin lui font remarquer à quel point elle est jolie. Dwayne, The Rock, Johnson tentent de la séduire, mais les autres gars l'avertissent que le capitaine Ballan est un fêtard. Avant que Christina n'ait le temps de répondre, les autres chassent Ballan, qui se contente de 2 autres victimes pour la nuit. Un non-dit perturbe Selena, qui regarde les gars partir pour aller s'enivrer. Plus tard dans la nuit, Christina assiste au départ des 3 stoges. Incapable de dormir, probablement parce qu'elle porte littéralement tous ses vêtements au lit, Christina a l'idée parfaite pour l'aider à se détendre, un entraînement intense à l'épée. En balançant sa lame au clair de lune, la noble aux cheveux blancs croise Dolan et Selena qui se promènent comme 2 insomniaques qui n'ont rien de mieux à faire. Notre serpentaire préféré s'aperçoit tout de suite que quelque chose ne va pas et propose à Christina de lui montrer sa nouvelle maison. Selena se dirige directement vers son lit, son endroit préféré de la maison, et invite Christina à la rejoindre. La douce Dolan l'encourage à le faire, mais l'avertit que si le lit est agréable pour une lamia, il ne conviendra peut-être pas aussi bien à un humain. Christina ne se laisse pas décourager et s'enfonce dans le foin et les coussins, il s'avère que le lit est finalement assez confortable. Selena dit que c'est Balded qui a eu l'idée du lit, et Christina est surprise. Comme elle est très bavarde, Selena explique que la femme vache est en fait la femme de Ballan. Tout le monde adore ces énormes bidons de lait, et tous les villageois rivalisent même pour savoir qui peut en boire le plus. Au fur et à mesure que les filles discutent, il s'avère que Christina ignore beaucoup de choses sur les habitants du village. Dolan est bientôt attiré dans le lit pour se joindre à tous les commérages juteux. Tous 3 discutent joyeusement toute la nuit et Dolan se dit que toutes ces années d'entraînement sur le simulateur de rencontre ont finalement porté leurs fruits. Le lendemain, Christina rejoint Selena à la taverne, et elle trouve Jeff Bezos sous stéroïdes en train de se vanter de sa capacité à boire. Il s'avère qu'il ne parlait pas d'alcool, mais du lait de sa femme. Ballan s'avère vraiment bizarre, car il aime regarder les autres boire le lait de sa femme, et il dit à ses copains de profiter du bar laitier à volonté de sa femme. Christina explique alors qu'elle est venue goûter le lait mondialement connu de Mademoiselle Miu. Miu veut qu'elle goûte son lot le plus frais, alors elle s'empresse d'aller se traire elle-même. Le méchant Jeff Bezos est impressionné par la quantité de lait de sa femme que Christina est capable de boire, et il la met au défi de boire un bon vieux verre. Christina accepte avec enthousiasme son défi, mais lui dit de ne pas s'énerver lorsqu'elle vide les bidons de sa femme. Les 2 hommes boivent une chope après l'autre, et tout le monde est horrifié de voir à quel point tout cela est bizarre. Bientôt, il devient évident que le champion de longue date des produits laitiers a du mal à suivre Christina, et Ballan finit par s'effondrer dans la défaite. Tout le monde fait la fête et s'amuse. Alors qu'il semblait que les choses ne pouvaient pas être plus étranges, Miu présente sa fille, Mil. Miu a l'intention de lancer un nouveau produit dans sa gamme de produits laitiers, et elle veut que la championne des buveurs de lait en ait la primeur. Mil lui tend le lait, et Christina n'hésite pas, elle adore ce produit, et lorsqu'elle en redemande, Mil est aux anges. Alors que cette scène terriblement gênante prend fin, nous retournons dans la capitale. La doyenne Olivia est ravie que son élève préféré de l'académie de magie se fasse des amis, mais elle apprend que des rumeurs sur Christina ont déjà commencé à se répandre, notamment sur le fait qu'elle s'est liée d'amitié avec une lamia. Kiren, une sorcière borgne, s'approche d'Olivia et lui pose des questions sur Selena. Kiren met Olivia sur les nerfs car elle s'inquiète des dangers que pourrait représenter un tel démon. Olivia lui fait remarquer que Kiren est employée par le gouvernement général et que son travail ne consiste pas à s'inquiéter pour une petite fille serpent. Kiren, elle, ne pense pas que les humains devraient vivre avec des monstres dangereux comme les lamias. Ce qui la préoccupe également, c'est la récente série de disparitions. Olivia tente de détourner les soupçons de Kiren en évoquant la bénédiction de Muriel pour que les lamias vivent en paix dans le village, mais l'agaçante sorcière ne se laisse pas faire. Elle convoque le seigneur des lieux, qui règne techniquement sur le village et qui a l'air d'un abruti. Lui et son chapeau absurde ne perdent pas une seconde avant de décider que Kiren a raison, et il dit qu'il enverra ses hommes au village pour rappeler à tout le monde qui dirige les rues. De retour à Bran, Selena et Christina mettent leur temps à profit pour planter des pommes de terre. Dolan les observe et s'amuse de leur approche très particulière de l'agriculture. La technique de Selena est tout simplement erronée, et Christina utilise sa force brute comme un barbare pour percer des trous dans la terre. À ce moment-là, elles sont interrompues par une agitation dans le village. Le seigneur noir de tout à l'heure est là, ainsi que son stupide chapeau. Il se présente sous le nom de Gorda,
tandis que ses soldats encerclent Dolan et Selena. Il accuse Dolan d'avoir amené la dangereuse Lamia sur leur terre sacrée, mais la prêtresse Parami prend leur défense, rappelant à Gorda la bénédiction de la déesse Muriel. Gorda dit qu'il ne contestera pas la parole de Dieu, mais qu'il doit quand même s'assurer que la Lamia n'est pas une menace, ce qui donne l'impression qu'il conteste en fait la parole de leur Dieu. Dolan pense que les Royals n'ont pas envoyé l'équipe d'élimination des Lamia, et il se demande ce qu'ils recherchent vraiment. Gorda exige qu'ils le rejoignent dans la capitale afin qu'ils puissent déterminer si elle est un problème ou non. Bien sûr, Dolan, le héros, insiste pour qu'ils viennent, car c'est lui qui l'a incité à rejoindre le village. Le Seigneur estime que cela leur faciliterait la tâche et autorise Dolan à l'accompagner. Alors que les deux sont emmenés, Christina n'est pas contente de tout cela et décide qu'elle doit parler de la situation au directeur. Utilisant sa magie, Christina s'enchante et part à la vitesse de l'éclair, aussi vite que vous courez vers vos ordinateurs lorsque vous entendez qu'Anime Planet vient de sortir une nouvelle vidéo. Pendant le trajet en chariot jusqu'à la ville, Selena fait bonne figure, mais notre héros, le génie du dragon, sait ce qu'elle pense. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et la rapproche de lui. C'est une chose que sa mère avait l'habitude de faire lorsqu'il était inquiet, et cela l'aidait toujours. Dolan lui fait comprendre que tout ira bien. Si, à un moment ou à un autre, elle s'excuse d'être ce qu'elle est, elle peut s'attendre à une sévère leçon de sa part qui durera toute la nuit. Soudain, les portes de la doyenne Olivia s'ouvrent et son thé se répand partout tandis que son étudiante préférée débarque en trombe. Christina est là pour parler de ce qui est arrivé à Selena, et elle n'accepte pas de réponse négative. L'esclave fait d'Olivia sert du thé à Christina et lui explique que ce n'est pas le fait de Gorda, mais de la sorcière Kiren. Kiren est plus haut placée et elle soupçonne Selena d'être impliquée dans les récentes disparitions. Christina la défend et Olivia reconnaît que la fille au serpent écailleux ne peut pas être impliquée. Malheureusement, si Kiren décide de lui faire porter le chapeau, personne ne pourra rien faire. Christina est horrifiée d'entendre cela, et nous avons un aperçu de la sorcière maléfique, elle est manifestement en train de préparer quelque chose, et nous voyons que les soldats qui escortent Dolan et Selena préparent également quelque chose de sinistre. Quelques instants plus tard, Dolan et Selena discutent en secret avec celui qui ressemble à un champignon. Ce que dit le champignon ambulant choque nos deux héros au plus haut point. Nous voyons ensuite Christina, à qui il manque toutes les parties importantes de ses lunettes, discuter de l'enlèvement de Selena et de la sorcière Kiren, qui l'a amenée en ville en la soupçonnant. Christina est scandalisée par cette injustice, mais la doyenne, malgré sa position, ne peut pas se permettre de bouger pour l'instant, sans abuser de son autorité légale. Comme si les choses n'allaient pas assez mal, Olivia fait part de ses inquiétudes à propos d'une autre affaire. Ailleurs, Dolan et Selena sont amenés devant Kiren, qui prend la même pose qu'à l'accoutumée. La sorcière est surprise car elle n'a pas remarqué notre héros insipide qui se tenait là, et elle souhaite la bienvenue à nos héros dans la ville de Galois. Kiren ordonne au petit homme champignon de revenir et de finir de rédiger son rapport avant d'inviter Dolan et Selena à se joindre à elle pour le dîner. La préparation est impeccable et Selena est enchantée par les mets délicieux. Dolan, lui, ne se laisse pas distraire et va droit au but. Kiren les surprend en leur disant que les formalités administratives concernant le séjour de Selena au village seront réglées demain matin à la première heure, mais que pour l'instant, ils devraient tous profiter du repas. La courtoisie de la sorcière contribue grandement à calmer les craintes de Selena, qui pensait qu'elle allait être tuée parce qu'elle était une personne à serpent. Kiren lui assure que même si elle soupçonnait Selena de manipuler les villageois avec ses yeux maléfiques, maintenant qu'elles se sont rencontrées, elle ne peut pas imaginer que Selena puisse faire quelque chose d'aussi maléfique. Elle assure au duo qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais la musique inquiétante en arrière-plan ne plaide pas en sa faveur. De retour au bureau du doyen, nous découvrons que le champignon est arrivé, et sa propre musique sinistre joue en arrière-plan. Christina est alarmée par son apparition soudaine, mais le gouverneur entre calmement et l'informe qu'il doit parler au doyen immédiatement. Pour en revenir au dîner, Kiren leur demande s'ils apprécient le vin, qui semble faire l'affaire. Dolan est assez éméché, mais la sensation est étrange, et la sorcière admire la beauté de Selena, ses cheveux dorés, ses yeux bleus brillants, ses écailles chatoyantes, elle est vraiment unique. Kiren révèle enfin son autre œil et ses mauvaises intentions en déclarant qu'elle a hâte de manger la Lamia jusqu'au dernier morceau. Il s'avère que Kiren a utilisé le même tranquillisant pour chevaux que Didi utilise pour corser les boissons des gens, et nos deux héros tombent inconscients. De retour à la bibliothèque, le gouverneur hésite à révéler quelque chose, mais il décide qu'il est temps de rompre l'accord de confidentialité que Kiren lui a fait signer. Il commence par évoquer la vague de disparition qui a frappé la ville. Il semble que de nombreuses jeunes femmes se soient volatilisées sans laisser de traces. Christina en a entendu parler, et elle sait aussi qu'aucune d'entre elles n'a été retrouvée à ce jour. La jeune fille impolie et impatiente demande alors à l'homme champignon de lui dire quel est le rapport entre tout cela et Selena. Gorda mentionne qu'il y a un ancien mage dans la ville qui aurait plus de 300 ans. Christina suppose immédiatement qu'il s'agit du doyen, mais on la corrige avec colère. Il s'avère que ce mage est humain, mais aucun humain ne peut vivre aussi longtemps sans avoir recours à une magie interdite.
Gorda soupçonne que les rumeurs selon lesquelles ce mage aurait volé la jeunesse de ces femmes kidnappées ne sont pas que des on-dit, et on dit maintenant que ce mage ancien a des vues sur nos Lamia. Les trois hommes décident rapidement de se rendre au domaine de Kiren pour mettre un terme à cette folie. De retour à la maison des fous, nous découvrons, sans surprise, que Kiren possède un donjon souterrain sous sa maison. Selena est allongée sur une table, sur le point d'être disséquée au nom de la bonne cuisine. Kiren se tient au-dessus d'elle, l'eau à la bouche à l'idée de la vitalité qu'elle s'apprête à ôter à notre pauvre Lamia. Prenant un scalpel, Kiren se dit qu'elle va d'abord enlever une partie de la peau et qu'elle décidera du reste plus tard. Heureusement, Dolan réussit à faire sortir la kétamine de son organisme et se réveille. Alors qu'il n'était que ligoté et attaché, il se défait facilement de ses liens et prévient Kiren de ne pas toucher à Selena. Dolan remarque que Kiren a griffonné sur le sol, mais il est horrifié de constater que ses petits dessins sont faits de sang. Il semble que Kiren fasse cela depuis longtemps. Kiren se rend vite compte que Dolan n'est pas aussi humain qu'il en a l'air. Dolan demande combien de personnes la sorcière a tué, mais Kiren ne s'excuse pas et révèle qu'elle a arrêté de compter après sa 100e victime. Elle expérimente la vie depuis des centaines d'années, prélevant des morceaux de ses sujets pour se renouveler et conserver sa beauté, sa jambe, son bras, même sa peau, tous prélevés sur des filles de toute race. Elle a bien réussi à se reconstituer, car elle n'a pas l'air d'avoir plus de 100 ans. Mais Kiren n'est pas satisfaite, et elle prévoit d'utiliser Selena pour améliorer encore sa beauté. Dolan pense que la magie qu'elle utilise devrait être interdite, mais Kiren révèle que ses recherches ont été reconnues par de nombreuses personnes puissantes. Dolan qualifie la sorcière d'abomination et Selena est d'accord. La sorcière est choquée parce qu'elle a utilisé le meilleur opioïde dont elle disposait pour les abattre. Dolan était une chose, mais Kiren est surpris de voir que même la Lamia s'est débarrassée de ses drogues. Selena n'arrive pas à croire qu'une sorcière puisse être aussi cruelle pour détruire la vie et les espoirs de ces jeunes femmes qui sont venues ici avant elle, mais Kiren se contente d'expliquer qu'elles auraient toutes continué leur vie sans valeur, dans la misère et l'anonymat. Kiren pense qu'elle leur a rendu service en donnant un sens à leur vie. Selena dit que Gorda avait raison à son sujet, et le ton de Kiren change, elle ne comprend pas pourquoi le gouverneur parle d'elle. Il s'avère que l'un des problèmes des méchants est leur besoin de monologuer. Dolan révèle qu'il a caché un petit appareil entre ses joues. Il s'agit d'un dispositif de transmission capable d'envoyer leur voix sur de grandes distances. C'est grâce à lui que Gorda a pu découvrir les plans diaboliques de Kiren. C'est à ce moment-là que notre chevalier blanc arrive pour sauver la situation, accompagné de l'équipe royale du SWAT. Il révèle qu'il s'agit d'une opération d'infiltration depuis le début. Gorda a travaillé avec le doyen pour prendre la sorcière en flagrant délit. Lorsque Kiren a dit à Gorda de retourner rédiger les documents, c'était pour falsifier les rapports afin de faire accuser Selena d'un crime. C'était aussi pour faire croire qu'elle devait tuer Selena parce qu'elle résistait à l'arrestation. Nos héros ne comprennent pas pourquoi quelqu'un fait quelque chose d'aussi maléfique, mais, comme le dit Kiren, les bienheureux ne pourront jamais comprendre ceux qui sont maudits. Depuis son plus jeune âge, Kiren se bat contre son apparence. La sorcière s'est rendue compte qu'elle était une gargouille hideuse, mais au lieu de s'affirmer et d'acheter une routine de soins de la peau, elle a commencé à éliminer des filles pour leur voler leur beauté. Kiren était devenue folle au point de faire des choses tordues à la recherche de la beauté. Qu'il s'agisse de prendre la peau d'une elfe, les jambes d'une fille bête ou le bras d'une arachnée, aucun acte n'était de trop pour atteindre la perfection. Un coup d'œil dans la pièce révèle plusieurs des animaux dont elle a prélevé des morceaux, tous immergés dans des litres d'huile pour bébé. 300 ans de découpage ont beaucoup changé la sorcière, et elle révèle à quel point elle a grandi pendant tout ce temps. Sa peau commence à se fendre et à se déchirer, son corps se transformant en une créature hideuse, avant de s'élancer sur Selena. Dolan fait remarquer qu'elle a dû fusionner toutes ses victimes en une seule, une magie si pécheresse qu'elle ne peut être accomplie que par quelqu'un qui a conclu un pacte avec le diable. Kiren libère ensuite sa forme grotesque contre les gardes. Comme elle se trouve toujours belle, elle demande aux gardes s'ils veulent des photos de ses pieds. Heureusement, Selena utilise ses yeux maléfiques pour retenir la sorcière, et les soldats décident sagement qu'il est peut-être temps de laisser les vrais héros s'en occuper. Le combat bat son plein lorsque la sorcière se libère du regard de Selena et attaque. Christina riposte en faisant appel à sa lame, Aspalda, et en tranchant les doigts de saucisse de Kiren. Musrom aimerait être aussi beau que la sorcière un jour, mais Olivia lui dit que ce n'est pas le moment de se laisser impressionner. Kiren libère sa magie maléfique, mais Christina parvient à la retenir juste assez longtemps pour que Dolan achève sa propre magie. Avant de lancer son ultime attaque, Dolan pose à la sorcière une question poignante, est-elle heureuse? Le discours de Kiren sur sa perfection et son pouvoir écrasant suffit à régler la question. Dolan voit son personnage évoluer, car il n'a plus peur de la culture woke, et il commence à faire honte à la sorcière. Il déclare qu'elle a volé les rêves de plusieurs personnes et que des mains tachées de sang comme les siennes ne pourront jamais obtenir la beauté. Dolan lance alors une puissante magie offensive, le javelot céleste, qui anéantit le monstre une fois pour toutes. Les filles sont émerveillées par notre garçon, mais il prend la pose de héros la plus fade qui soit. Cet événement traumatisant passé, Dolan et Selena reprennent une vie ordinaire en ville. Selena essaie d'étudier avec l'aide de Dolan,
Mais tous les livres qu'elle lit font mal à son petit cerveau. Dolan l'encourage en lui disant qu'elle ne sera plus muette très longtemps, qu'elle sera capable de lire et d'écrire dans la langue de ce pays, et qu'il a hâte de voir ce qu'elle va inventer. Christina se joint à eux pour le thé et est impressionnée par les progrès de Selena. Olivia et Gorda arrivent ensuite et remercient les héros de les avoir aidés à mettre fin au mal de Kyrène. Dolan remercie Olivia de leur avoir donné l'antidote au poison de Kyrène, car on ne sait pas quelle quantité d'huile pour bébé Kyrène aurait utilisé sur eux s'ils étaient restés inconscients. Gorda leur remet ensuite des documents, l'un est un permis qui permet à Selena de se promener ou de se faufiler dans la ville à sa guise. L'autre est un formulaire d'inscription qui lui permet de mener à Bran la vie paisible dont elle rêve. Cela faisait longtemps qu'elle attendait cela, et Selena n'en est que plus heureuse. Elle mentionne également à quel point Gorda semble plus sympathique et à quel point l'abandon du chapeau les rend beaucoup moins ridicules. Le doyen annonce que quelqu'un d'autre attend de les voir. Nous faisons la connaissance de Denzel, qui s'avère être le fils de la vieille grand-mère Maguru. Il s'est tenu au courant des événements du village grâce aux lettres de sa mère, et il est heureux de rencontrer enfin la fille Lamia dont il a tant entendu parler. Il les félicite pour leur triomphe et leur propose de leur faire visiter Gallois. Ce type voulait montrer sa ville débile, mais ça ne se passe pas comme il l'avait prévu. Les habitants n'ont jamais vu de Lamie auparavant et sont donc terrifiés par elle. Cependant, Selena a l'habitude d'enfouir ses émotions, elle sourit et dit qu'elle veut acheter quelques souvenirs avant qu'ils ne partent. Alors que la journée touche à sa fin et que nos héros se préparent à partir, Denzel et Olivia proposent à Dolan de l'inscrire à l'Académie de magie. Ils pensent que ses pouvoirs sont trop importants pour passer inaperçus et que s'il apprenait avec eux, il pourrait développer à la fois son esprit et son âme. Cela l'aiderait à défendre sa maison et ses proches. Dolan dit qu'il y réfléchira, mais Selena est manifestement contrariée. Alors qu'ils partent, notre garçon Dolan est définitivement tenté. Gorda a fait de son mieux pour le convaincre, mais en fin de compte, Dolan sait ce qu'il veut, et une vie paisible au village est tout ce dont il a besoin. Christina se demande ce que Bran a de si captivant pour Dolan. Dolan répond qu'il a l'impression d'avoir un travail inachevé à Bran, qu'il ne peut pas abandonner. Après avoir vu tout ce que la grande ville a à offrir, Dolan lui demande son avis sur l'école de magie, et elle est d'accord avec Denzel pour dire que l'académie a beaucoup à offrir à quelqu'un comme lui. Cela amène Dolan à réfléchir à la bonne décision à prendre, mais Selena ne semble pas très enthousiaste à l'idée que son dragon réincarné préféré la quitte si tôt. Pendant ce temps, quelque part dans la forêt, un elfe sans méfiance espionne une armée de ce qui semble être des fourmis monstrueuses qui envahissent la région. À l'intérieur du portail scintillant d'où elles se déversent se tiennent 4 mystérieux personnages. Le pauvre elfe est atrocement abattu par l'une des fourmis géantes, et Link des jeux Zelda arrive pour découvrir que son ami n'a plus de vie dans son corps. Il n'était pas le seul, car après l'attaque, de nombreux autres elfes ont été massacrés par les démons, ce qui choque les 2 éclaireurs qui arrivent sur les lieux. Le seul survivant vit assez longtemps pour leur raconter ce qui s'est passé avant de s'éteindre dramatiquement, et les éclaireurs vont rapporter la sinistre nouvelle au chef de leur tribu. De retour au village de Burn, nous retrouvons Christina et notre héros Dolan, qui entraînent le petit cow-boy au combat à l'épée. Grâce à leur expertise, les 2 hommes aident les enfants à perfectionner leurs compétences, et Dolan prévient une fille qu'il va lui faire un trou dans le visage, si elle ne fait pas attention. Notre serpent préféré regarde Dolan avec admiration et une pointe de tristesse lorsqu'elle se souvient de l'invitation qu'il a reçue de la capitale à rejoindre l'académie. L'idée qu'il puisse un jour la laisser derrière lui la déprime, mais elle sort de sa mélancolie lorsqu'elle remarque que les enfants du quartier se servent de sa queue comme d'un terrain de jeu. Dolan regarde Selena menacer de les manger tout crus, et il est heureux de la voir s'habituer à la vie au village. Une fois l'entraînement terminé, Christina lui fait part d'une requête, elle veut pénétrer dans la forêt pour faire avancer l'intrigue. Des rumeurs circulent sur l'existence de bêtes vicieuses, et Christina est impatiente de tester ses compétences face à elle. Dolan, dans son plus bel uniforme de gérant de Target, hésite face au danger, mais Christina sait exactement ce qu'il faut dire. Elle mentionne que les cochons de la région n'ont pas pu traverser la forêt depuis que ces bêtes sont apparues, et si elle ne les aide pas, qui sait combien le village souffrira si ces cochons restent malheureux. Ils doivent faire ce qui est le mieux pour le village et ce qui est le mieux pour leur futur petit déjeuner. Quelques instants plus tard, toute la bande se dirige vers la forêt pour escorter leurs futurs amis cochons, y compris 2 gardes du village sans nom, à qui, c'est sûr, il n'arrivera rien de mal. Avec tous ces braves guerriers parmi eux, Dolan est rassurée sur leur chance en cas de problème. Comme si elle ne venait pas de parler des monstres dangereux présents partout dans la forêt, Christina et Selena profitent de la tranquillité et de l'air frais. Ballon et les gardes s'éloignent du groupe, mais l'un des cochons refuse d'être transformé en côtelette de porc, il s'enfuit vers la liberté, et un garde le poursuit. Malheureusement, tous les espoirs et les rêves du cochon sont anéantis lorsqu'il est jeté vers le garde, des marques de griffes étant gravées sur son corps. Le garde, de forte corpulence, se retrouve face à face avec un tigre aux dents acérées et hargneuses, et le garde est trop effrayé pour s'éloigner en se dandinant. Il manque de finir en pâture au tigre, mais le capitaine Ballon intervient pour sauver la situation. D'un seul coup de son puissant marteau, il abat la bête, et Ballon réprimande, Snackalo,
pour ne pas être resté avec le groupe et avoir monté la garde. Cependant, quelque chose d'autre rôde dans ces bois, pire que les tigres. Les cris de leurs camarades amènent Dolan et les filles à courir vers une scène terrible. Balon est à terre et blessé, tandis qu'un démon grotesque le surplombe, prêt à en finir. Il attaque, mais Dolan l'élimine rapidement grâce à une voûte d'énergie. Il reconnaît ce monstre, un démon de bas niveau du royaume des démons, appelé Zelt. Ils sont forts et agiles, ce qui signifie qu'ils ne plaisantent pas. Christina est curieuse de savoir comment Dolan en sait autant, mais le démon se rétablit, prêt pour le deuxième round. Dolan dit qu'il va retenir son attention pour qu'elle puisse la battre. Avec une incantation ringarde, Dolan libère une décharge d'énergie qui étourdit le démon, et Christina entre en scène pour donner à sa tête un peu de répit par rapport au reste du corps. Le monstre est vaincu, mais, étrangement, Dolan demande que la véritable identité de ce démon soit tenue secrète. Ce soir-là, l'ancien, dont les sourcils sont si lourds qu'il ne peut même pas ouvrir les yeux, réunit les chefs de la ville pour discuter de ce qui s'est passé, et tout le monde est préoccupé par le sort de Balon. Le tigre était déjà un problème, mais cette nouvelle menace inconnue les met tous sur les nerfs. Si le tigre a été assez fort pour battre leur capitaine sosie de vin diesel, alors Burn est en danger. L'assistante de l'aîné, grand-mère Maguru, arrive et annonce que Balon s'en sortira. Elle a cependant une mauvaise nouvelle, les cheveux de Balon ne repousseront jamais. De plus, ce qui a coupé Balon n'est pas une créature ordinaire. Dolan lui demande ce qu'elle pense de ce qui se passe dans la forêt, mais la vieille dame répond simplement que c'est ce qui arrive dans la vie à la frontière, que des choses bizarres et horribles se produisent et qu'il vaut mieux laisser la nature suivre son cours. Dolan n'est pas satisfait de cette réponse qui met fin à l'intrigue et demande à pouvoir enquêter immédiatement dans la forêt. Maguru doit se rendre à un tournoi de bingo, alors elle accepte, mais pas sans s'assurer qu'il a des renforts d'abord. Le chevalier et la lamia se portent volontaires, mais le chef manque de se briser la colonne vertébrale en se levant. Il est horrifié à l'idée que Christina se mette en danger, surtout après avoir promis de garantir sa sécurité à Gorda et à l'académie. Il reste donc la meilleure fille, Selena, dont la magie sera certainement utile en cas de problème. L'héroïque Dolan est d'abord contre, mais Selena gagne un concours de regard contre lui, et il est convaincu de ses compétences. Ils voyagent ensemble pendant un certain temps, et Selena est ravie d'être seule avec notre garçon dragon préféré, mais elle est déterminée à lui prouver qu'elle peut lui être utile au village. Alors qu'ils atteignent la lisière de la forêt, ils remarquent que quelque chose bouge dans l'ombre, et Christina surgit étrangement de derrière un arbre, comme une bête de foire. Christina semble n'avoir jamais menti de sa vie parce qu'elle est terriblement douée pour cela, puisqu'elle dit à Dolan qu'elle cherchait juste un signal Wi-Fi. Dolan voit bien qu'elle voulait juste venir avec eux, et il est déçu qu'elle ait décidé d'aller à l'encontre des souhaits du chef. Christina fait remarquer qu'elle veut simplement aider les habitants du village, auquel elle s'est beaucoup intéressée, et Selena est d'accord, car elle ressent la même chose. Il s'avère que son aide est inestimable, car la forêt est plus sommaire que l'historique de vos recherches, et elle est infestée de monstres. Les trois hommes nettoient la forêt et Dolan réalise qu'il est très humain de vouloir protéger les personnes qui vous sont chères, et même lui commence à le ressentir. Une fois les dernières créatures rampantes éliminées, une nouvelle menace s'approche, un singe imposant grogne de façon menaçante, et Christina prépare sa lame, mais Selena vainc le monstre à sa façon, en utilisant le pouvoir de l'amitié. Elle s'excuse auprès du singe et lui offre une pomme, ce qui semble fonctionner. Elle se tourne vers Dolan pour lui demander des explications, mais elle est choquée de voir qu'il est devenu le roi des singes. Un petit pique-nique est préparé pour tout le monde et Christina, gênée, se demande comment Selena peut être aussi accueillante avec ces monstres. Apparemment, Christina est aveugle, car Selena doit expliquer qu'elle n'a pas peur parce qu'elle est aussi un monstre. Il est naturel que les humains se méfient de son espèce, et elle aimerait seulement que plus de gens soient aussi généreux et ouverts que Christina. Pour aider Christina à surmonter sa peur, Dolan, l'homme qui murmure à l'oreille des singes, lui envoie l'un de ses serviteurs. L'enfant s'approche d'elle et Christina parvient à surmonter ses préjugés et à découvrir qu'ils ne sont pas si méchants après tout, en fait, ils sont plutôt adorables. Il s'avère que ces monstres étaient simplement affamés après avoir été chassés de leur zone d'alimentation. Dolan est convaincu que quelque chose ne tourne pas rond dans ces bois, mais il faut d'abord trouver de la nourriture. Mademoiselle Miu leur a offert un pot de sa confiture, et je ne veux même pas savoir quelle part d'elle est entrée dans la recette. Quoi qu'il en soit, elle accompagne parfaitement les lunchables maison de Dolan. Christina s'émerveille de la tartinade et en prend une bouchée, à la grande fascination des deux autres. Selena dit que c'est mignon de la regarder manger, et Dolan est d'accord, il y a vraiment quelque chose d'élégant chez le chevalier, comme s'il sortait tout droit d'un vieux tableau. Christina n'est pas intéressée à être la viande de leur sandwich, mais Selena est désespérée de connaître le secret de sa grâce, disant que la prendre l'aidera certainement dans sa quête d'un mari. Dolan, doux comme du beurre, intervient en disant « Tu es parfaite telle que tu es », ce qui fait fondre la lamia en un instant. Les bons moments sont vite interrompus lorsque quelque chose sort des bois. En rebondissant sur un arbre, il voit qu'il s'agit d'un petit orbe, à l'intérieur duquel se trouve une minuscule fée. Elle semble blessée et leur demande de fuir,
mais avant qu'ils ne puissent obtenir de réponse, un Zelt apparaît, prêt à se battre. Ce sont des monstres assez terrifiants, mais pour une raison inconnue, ils portent des toupets. Selena s'assure que la famille de singes s'enfuit en lieu sûr pendant que Dolan et Christina sortent leurs armes et engagent le combat. L'équipe est rapidement encerclée alors que les démons sortent de la forêt, attrapant presque Selena avant que Dolan n'ait une chance de les détruire. Le combat fait rage, mais Dolan est choqué lorsque la cavalcade de fourmis maléfique utilise sa propre coéquipière comme rampe d'accès. La fourmi ayant pris de l'altitude, Dolan est obligé d'utiliser un type de magie que nous n'avons jamais vu auparavant. Bien qu'il regrette de le faire, Dolan se transforme comme Hulk, s'il était juste un peu en colère, et l'un de ses bras devient massif. Avec une telle puissance, il parvient facilement à vaincre les démons. Christina, elle aussi, s'est débarrassée de sa moitié, mais l'un d'entre eux la surprend par derrière. Heureusement, Selena est là, et elle utilise le pouvoir de sa voix agaçante pour invoquer son serpent. Une fois le danger écarté, les héros ont la possibilité de parler à la fée. Elle se présente sous le nom de Marle et révèle qu'elle a été attaquée par ces démons sortis de nulle part, et qu'elle est heureuse de leur aide. Dolan sait que ces Zelts ne sont que de modestes fantassins du monde des démons, et leur apparition ne peut que signifier que quelque chose de bien plus mortel va apparaître dans leur sillage. Christina espère obtenir quelques réponses du moustique envahissant, mais avant qu'elle n'y parvienne, le groupe sent qu'il est à nouveau encerclé. Christina s'apprête à dégainer son épée, mais Dolan l'en empêche, car il sait que ce qui les regarde est simplement curieux. Dolan pose son épée sur le sol en signe de bonne volonté à l'égard des êtres mystérieux. Christina, pour une raison ou une autre, est d'accord avec sa décision de se laisser complètement vulnérable, et ils découvrent bientôt de qui il s'agit, les elfes des bois, et ils ne sont pas très heureux que Marle fréquente des étrangers dans leur forêt. Sans surprise, Gio et ses copains ne voient pas d'un bon œil l'arrivée d'étrangers dans leur forêt, mais lorsque la fée Maule leur raconte ce que les étrangers ont fait pour elle, le ton de Gio change un peu. Pendant ce temps, Selena essaie d'avoir l'air le plus intimidant possible les yeux fermés. Elle utilise ses brillantes capacités de déduction et détermine qu'il doit s'agir de la forêt des elfes. Dolan dit aux filles que tout ira bien parce que les elfes ne sont pas là pour se battre, mais il leur dit quand même de se mettre derrière lui au cas où. Le chef des elfes choque le trio en baissant la tête et en exprimant sa gratitude pour leur aide, mais il recommence à leur rappeler qu'ils n'ont rien à faire dans la forêt et exige de savoir pourquoi ils sont là. Dolan révèle ce qui s'est passé et explique qu'il cherchait des réponses. Il s'excuse d'avoir débarqué à l'improviste dans leur forêt, mais les elfes veulent toujours qu'ils partent parce que c'est vraiment dangereux. Lorsque Dolan mentionne les démons, leur chef, Gio, se crispe. Les monstres ont envahi sa maison et les elfes se battent pour leur vie depuis que l'armée des démons a fait son apparition. Il met fin à la conversation de façon abrupte et se tourne vers la sortie, mais Christina s'énerve et se précipite vers lui. Elle veut savoir ce qu'il fait pour remédier à la situation, si les elfes sont assez nombreux pour lutter contre cette menace et si la nouvelle de l'arrivée de l'armée de démons a été transmise au reste du monde. Elle s'emporte un peu dans son excitation et manque de se faire transpercer de flèches, mais Dolan et Selena la ramènent à la raison. Christina s'excuse d'avoir dépassé les bornes, mais insiste sur le fait que les elfes sont en danger. Combattre un seul de ces démons a été un véritable défi, alors pour que la forêt en soit remplie, les elfes doivent être en grande difficulté. Ils se rendent vite compte que s'ils travaillent ensemble, ils auront plus de chances de sauver la forêt. En entendant cela, les elfes se rendent compte qu'ils ont affaire à des gens courageux, et que ce Dolan ne doit pas être si mauvais que ça s'il a réussi à intégrer ces filles fougueuses dans son équipe. Maule explique à tout le monde que non seulement elles sont amicales, mais qu'elles ont aussi réussi à vaincre les démons. Dolan n'était pas convaincu par la petite fée au début, mais il est maintenant reconnaissant d'avoir sa petite mais puissante personnalité à ses côtés. Compte tenu de ce qu'il sait maintenant, il comprend qu'il doit bien y avoir une porte démoniaque quelque part dans cette forêt. Si elle est ouverte et qu'elle crache des démons, c'est que quelqu'un la contrôle, et les elfes doivent la fermer avant qu'elle ne s'ouvre complètement, car s'ils ne le font pas, des monstres encore plus puissants en sortiront. Dolan arrête cette mentalité négative et se rappelle qu'il détruira tous les monstres puissants qui menacent ce monde, même si cela signifie que les gens découvriront l'âme de dragon qui est en lui. Même si sa vie paisible au village est ruinée, il jure d'arrêter l'invasion, quel qu'en soit le prix. Dolan propose alors de faire équipe, mais le chef elfe hésite. Heureusement, sa sœur, beaucoup plus intelligente, vient lui rappeler que son peuple a besoin de toute l'aide possible. Ces paroles pénètrent le crâne épais de Gio, qui accepte de s'allier avec nos héros. Avec l'aide du trio, ils pourront mettre fin à la menace démoniaque une fois pour toutes. Ils sont sur le point de sceller l'accord par une poignée de main ferme lorsque le monde entier se met à trembler autour d'eux. La porte des démons a été ouverte et, par là, une nouvelle mauvaise nouvelle se profile à l'horizon. 3 puissants chevaliers démons entrent à grands pas dans la forêt par le portail, tous plus effrayants les uns que les autres. Il n'y a pas de temps à perdre, Dolan agit donc rapidement. Utilisant la magie du vent pour augmenter leur vitesse, lui et les autres courent vers le village des elfes, désespérés de devoir refermer la porte avant que tout ne soit perdu. Aucune invasion démoniaque ne serait complète sans une Loli démoniaque, et celle-ci n'est pas différente.
La Loli est ravie de faire des ravages dans ce nouveau monde, mais les deux autres, beaucoup moins adorables, lui rappellent qu'ils ne sont que la pointe de la lance de l'invasion. Leur tâche consiste à préparer les choses pour leur maître et à récupérer quelque chose d'important dans la forêt. Ils se demandent où est leur quatrième membre, mais le gros rouge, appelé George, ne peut pas attendre, il veut jouer à un jeu. Il sait que les elfes ne sont pas loin et met les autres au défi de savoir qui les trouvera le premier. Le gros métal, qui ressemble à un grille-pain, dit qu'il n'est pas intéressé par de tels insectes, mais cela n'empêche pas son partenaire de s'enfoncer dans les bois à la recherche de nouveaux objets de jeu. Pendant ce temps, le Loli salive à l'idée de semer la pagaille et n'a qu'une hâte, commencer. Les elfes repoussent la horde de démons et s'efforcent de protéger leur village contre les assauts incessants des elfes. Les choses vont de mal en pis lorsque George arrive et annonce fièrement que c'est la guerre. Il utilise son bras de méga man et, d'un seul coup, détruit les défenses des elfes comme s'il s'agissait de papier. Non loin de là, Gio reçoit un avertissement des esprits de la forêt concernant la nouvelle menace qui pèse sur le village. Ils doivent se dépêcher, mais ce ne sera pas facile avec tous ces démons de moindre importance qui leur barrent la route. De retour au village, George mène la grande vie, se délectant du chaos qui règne. Il s'apprête à massacrer un elfe en particulier quand, soudain, sa lance est stoppée net. Des lianes commencent à s'enrouler autour de son corps, faisant pousser des fleurs qui sucent son sang et sapent sa magie. Le chevalier démoniaque est mis à genoux et maintenu en place alors qu'un nouveau joueur entre dans la mêlée. Le grand homme maudit son nouvel ennemi tandis que la rose noire, Diadra, se dévoile. Dolan et le reste du groupe ont presque atteint le village, mais les démons les empêchent de progresser. Dolan prononce une incantation magique et fait tomber du ciel une tempête de flèches magiques. Les talents d'épéiste de Christina et les pouvoirs de lamentation de Selena le soutiennent et lui permettent de se frayer un chemin à travers la horde, jusqu'à l'entrée secrète du village elfique. Avant d'entrer, Dolan donne aux filles des pierres magiques, les mêmes que celles qu'il a ramassées au tout début, lorsqu'il a rencontré Selena dans le marais. Il leur dit qu'elles peuvent utiliser ces pierres pour libérer une magie puissante, et Christina ne veut pas gâcher cette opportunité. Brandissant le puissant pouvoir de la pierre, elle déclenche une énorme tornade qui fait voler les démons. Selena poursuit en retournant la terre contre eux. Dolan est déterminé à rappeler à tout le monde qu'il est le personnage principal, et il lance un sort d'explosion massive. Les dernières frites sont éliminées par l'équipe, ce qui impressionne vraiment Gio, qui se demande où ils ont caché une telle puissance. S'il avait su qu'ils étaient si capables, il leur aurait demandé de l'aide plus tôt, mais il n'y a pas de temps à perdre pour cela maintenant, pas tant que le village est toujours en danger. Non loin de là, George se fait encore démolir par une plante, et la gothique condamne le démon pour son attaque. L'audace d'écraser ses fleurs, de détruire sa forêt et de tuer ses animaux est un péché trop grave pour être pardonné. Elle déclare que le démon paiera pour ses crimes, mais George se contente de lui rire au nez. Il dit à la sorcière que le vrai péché est d'être faible. Elle lui fait remarquer qu'elle l'a battu très facilement, et que la faiblesse n'est qu'un autre crime dont Diadra l'accuse. Elle s'apprête à achever le chevalier démon sans défense, mais une Loli démoniaque surgit de nulle part. Elle sauve son compagnon infortuné, réduisant les lianes en poussière avant qu'elle ne puisse lui ôter la vie. Elle se présente comme l'un des 4 chevaliers du monde des démons, Rafflesia. Heureusement, nos héros sont enfin arrivés au village, mais celui-ci est sur le point d'être détruit. Pendant ce temps, Rafflesia se moque de son grand et stupide partenaire qui s'est mis dans le pétrin. Le grand gars insiste sur le fait qu'il n'avait pas besoin de son aide, mais la vérité est qu'il aurait été de la nourriture pour plantes si elle ne s'était pas montrée à ce moment-là. Diadra dit qu'elle se fiche de savoir s'ils sont 1 ou 100, ils vont tous tomber. Elle invoque les esprits de la forêt pour lancer un dernier sort afin d'en finir avec les démons, mais quelque chose ne va pas, les esprits ne répondent pas. Alors que les pétales commencent à pleuvoir du ciel, Rafflesia rit et révèle qu'en venant ici, elle a remarqué les fleurs qui s'épanouissaient dans la forêt. Naturellement, elle a pris son temps pour les torturer et les détruire comme une folle. Cette menace qui déteste les fleurs se moque même de la façon dont les esprits de la forêt ont crié et supplié Diadra de les sauver pendant que la démone les tourmentait. Avec ses amis et alliés déchirés, Diadra est affaiblie et enragée. Elle attaque les démons avec colère, mais ils évitent facilement les lianes, tandis que le démon Loli continue ses moqueries de fou. Levant un bouclier magique, Rafflesia révèle qu'elle aussi est un esprit puissant, tout comme celui qu'elle a torturé, mais qu'elle vient du monde des démons. Avec sa magie d'Ikei, elle tient Diadra en respect, mais la rose noire n'abandonne pas, elle riposte avec d'autres lianes, ce qui amuse Rafflesia, qui les met en déroute comme les autres. Elle déclare qu'elle est une fleur démoniaque qui se nourrit de la vie et que tout existe pour être sa nourriture. La cinglée est plutôt arrogante, mais elle rate l'une des lianes de Diadra, et l'attaque la frappe, lui faisant couler du sang. Rafflesia jure de se venger pour avoir abîmé son visage déjà hideux, mais Diadra explique qu'elle a déjà pris la décision de mettre fin à la vie de tous les démons il y a longtemps. Enfin, George ne reste pas inactif et se précipite, brisant les défenses de Diadra avec sa lance avant que Rafflesia ne profite de l'occasion pour se venger. Diadra sent son mana s'épuiser et ses blessures ne guérissent pas comme elles le devraient. Les choses vont mal et Diadra regrette de ne pas avoir pu venger sa famille.
C'est alors qu'un éclair de lumière dans le ciel rompt l'obscurité et que quelque chose arrive en trombe dans la mêlée, faisant vaciller les deux démons. Dolan est arrivé, et notre homme ne plaisante pas. L'arrivée soudaine de Dolan a fait pencher la balance dans ce combat, et les démons le sentent, ce n'est pas un type ordinaire. Même Diadora commence à ressentir quelque chose en voyant le dragon renaître. Il lui tend la main et lui demande si elle peut rester debout, mais George prend le fait que Dolan leur tourne le dos comme un défi, et il attaque. Christina bloque l'attaque sournoise destinée à Dolan et, avec son aide, tous deux parviennent à repousser le monstre infernal. Rafflesia tente à son tour sa chance, mais se prend une flèche en plein visage. Elle est plus agacée que blessée, et Dolan lui dit clairement que si elle ne voulait pas avoir affaire à des flèches, elle n'aurait jamais dû se frotter à une bande d'elfes armés d'arcs. Le vent semble avoir tourné en faveur des gentils, mais une onde de choc soudaine et puissante secoue la forêt alors que la porte des démons libère un nouveau mal sur le monde. Cela signifie que le quatrième et dernier chevalier est arrivé. Les deux autres veulent s'occuper de Dolan et de la bande avant que leurs camarades n'arrivent, mais Selena n'est pas d'accord. Elle est en colère, et tout le monde sait que plus une fille est en colère, plus son pouvoir d'invocation de serpent a de tête. Rafflesia tente d'agir immédiatement, mais Dolan l'attendait. Il envoie la petite Loli dans la stratosphère avant qu'elle ne se fasse combiner comme un ballon de volet par les lianes de Diadora. À ce stade, George en a assez de se faire attacher par des femmes étranges. Quoi qu'il en soit, il est impuissant lorsque Dolan s'approche pour l'envoyer au loin avec la lance du jugement ardent. Cependant, avant que le dragon ne puisse libérer sa magie, il change brusquement de trajectoire et lance son attaque dans les arbres. Sa magie intercepte Garant, le méchant démon bricoleur, qui s'est présenté pour égaliser les chances. La cible de ce démon est Selena, car apparemment son maître aimerait beaucoup voir la fille serpent pour une petite discussion. George profite de l'occasion pour se libérer de sa magie la mienne et se précipite sur elle pour la détruire. Heureusement, Christina est là et par l'attaque de ce sale désinvolte. Il n'arrive pas à croire qu'une simple fille humaine ait pu l'arrêter, et il l'accuse d'être surhumaine, enfin une adversaire digne de ce nom. La flatterie ne sauvera cependant pas le démon de sa colère, et le chevalier blanc fait appel au véritable pouvoir de son épée, Elsparda. George est si lent qu'elle n'a aucun mal à l'éviter et à enfoncer sa lame dans son point faible incandescent. Pendant ce temps, Selena se tourne vers la monstruosité de métal et dit qu'elle va s'en occuper. Grâce à sa magie de terre, elle parvient à l'immobiliser pour que sa malédiction la mienne puisse atteindre son but. Garant se contente d'ignorer son attaque comme s'il s'agissait d'un simple vent. Il lui demande de réessayer, et Selena répond à ses railleries avec son serpent enroulé, mais peu importe ce qu'elle lui lance, rien ne semble ébranler le monstre. Garant semble presque déçu de son incapacité à l'achever, mais avant qu'il ne puisse faire le moindre mal, Dolan s'interpose et lui assène un uppercut brutal dans les parties brillantes de son corps. Dolan déclare que la bataille est presque terminée, mais en réalité, elle ne fait que commencer. Les choses vont de mal en pis lorsque le puissant démon George arrive sur les lieux avec un atterrissage de super-héros. À ce stade, les elfes ont réussi à repousser les démons de moindre importance, mais cette bonne nouvelle ne suffit pas à apaiser la peur de Gio. L'aura puissante qui émane de ce nouvel ennemi en armure est stupéfiante, et même les autres démons semblent avoir peur de lui. George s'excuse auprès de Garant pour l'interruption pendant que Dolan étudie le démon, arrivant à la conclusion que ce monstre n'est pas du tout comme les autres. George est d'un autre niveau, un être créé pour le plaisir de la bataille et rien d'autre. Il est impressionné par Dolan, le félicite d'avoir réussi à blesser ses congénères et le défie en duel pour tester leur force. Dolan n'est pas du genre à reculer devant un défi et se précipite dans la mêlée pour se présenter à cet ennemi arrogant. Alors qu'il croise le fer, Dolan utilise brièvement ses pouvoirs de dragon et George reconnaît quelque chose de familier chez ce prétendu humain. Alors que les filles sont émerveillées par la façon dont Dolan semble repousser le démon, notre héros est plus préoccupé par ce qu'il va falloir faire pour vaincre cette menace en armure. Ni l'épée ni la magie ne suffisent à ralentir George, et Dolan lui demande s'il est un dieu déchu pour être aussi puissant que lui. George n'est guère surpris que Dolan ait réussi à découvrir sa véritable identité d'un simple coup d'œil, puisqu'il n'est pas ce qu'il semble être. Frustré, Dolan sait qu'il ne peut pas gagner sans son véritable pouvoir, mais s'il devait le libérer ici, il y aurait trop de dommages collatéraux pour le village et ses habitants. Les deux hommes conviennent que ce duel n'est pas un concours de mots, mais un combat avec des lames, et ils s'affrontent une fois de plus. L'assaut de George est brutal, mais Dolan parvient tout de même à porter un coup. La coupure est tout au plus superficielle, mais George est ravi d'avoir trouvé un adversaire aussi intéressant dans ce monde, et il commence à rassembler une immense quantité de mana pour sa prochaine attaque. Rafflesia et George en profitent pour mettre notre héros en double équipe, tandis que Garant empêche les filles de l'interrompre. 1 ou 100, quel que soit le nombre de faibles jetés sur Dolan, cela ne suffira pas à l'arrêter, et il se débarrasse facilement de ces interférences gênantes. Cependant, la distraction est suffisante pour donner à George le temps de terminer ses préparatifs. La magie du démon commence à faire trembler la forêt tout entière tandis que sa puissance s'élève et transperce les cieux. Le dragon renaissant ne sourcille pas et n'essaie même pas de se dérober. Selena crie de peur, mais Dolan lui lance un regard qui lui rappelle qu'il est le protagoniste de cet anime.
Au lieu d'essayer de fuir, Dolan brandit sa lame et se prépare. Avec une conviction inébranlable, il prend l'attaque de George de plein fouet et tranche l'attaque ultime en deux, déviant la force sans dommage. Le dieu déchu est très impressionné par cet homme qui n'est pas si humain que cela. Il pensait que ce travail dans le monde des mortels serait ennuyeux, mais son adversaire lui a fait gagner du temps. Notre héros l'a beaucoup amusé, mais Dolan ne se bat pas seulement pour divertir. C'est alors que George s'aperçoit que l'attention de Dolan se porte sur les mortels qu'il essaie de protéger. Il se rend compte que Dolan ne peut pas le combattre à pleine puissance sans mettre en danger tous ceux qui l'entourent, alors le démon propose quelque chose à haute voix pour que tout le monde l'entende. Il appelle les elfes de la forêt et leur donne un choix simple, continuer à lutter en vain contre un ennemi qu'ils ne peuvent espérer vaincre, ou les rejoindre et vivre. Dans 3 jours, les démons reviendront dans ce village et ce jour-là, ils devront choisir entre la miséricorde et la ruine. Les 3 autres chevaliers sont vraiment déçus d'apprendre qu'ils partent avant d'avoir pu terminer le combat, en particulier George, qui dit à Christina qu'il n'oubliera jamais l'humiliation qu'elle lui a fait subir. Christina, pour sa part, ne se souvient déjà plus de qui il est. Rafflesia prévient qu'elle reviendra pour Diadora, mais la sorcière gothique jure de venger la forêt pour tous les torts que la foule de démons a causés. George leur rappelle qu'ils seront de retour dans 3 jours, et Dolan leur dit qu'il les attendra. Alors que George et les autres partent, le chevalier démoniaque n'arrive pas à croire qu'il a réellement affronté le dragon face à face. Le combat soudainement terminé, Selena se jette dans les bras de Dolan, morte d'inquiétude. Le sourire qu'il lui a adressé à la fin lui a fait croire que tout était fini. Heureusement, ils s'en sortent tous les 2 indemnes. Personne ne semble s'en soucier, mais Christina va bien elle aussi et a beaucoup de questions à poser à Dolan, mais pour l'instant, ils doivent parler aux elfes. Ils suivent Gio à travers le village elfique et ne peuvent s'empêcher de sentir le regard troublant des gens, qui ne semblent pas vouloir d'eux. Dolan leur explique qu'ils sont arrivés à un mauvais moment et qu'ils gagneront la confiance des elfes par leurs actions. Ils sont emmenés à la rencontre du chef, Dio, un vieil homme souriant comme s'il ne venait pas de voir son monde presque anéanti par les démons. Il est accompagné de 2 autres énergumènes et de Diadora, et tout cela ressemble étrangement au conseil des anciens de Burn. Le vieil elfe remercie le trio pour son aide dans la lutte contre l'invasion des démons, ainsi que pour avoir sauvé Maul, la fée. Il présente un poilu appelé Vlek et Elsine, l'araignée locale. Chacun d'entre eux est le chef respectif de son peuple et, ensemble, ils forment le commandement qui veille sur la forêt. Dio a entendu parler des capacités inhumaines de Dolan, et il surprend la bande lorsqu'il annonce qu'ils ont accepté de demander de l'aide aux humains de la capitale. La surprise est encore plus grande lorsqu'il appelle Dean Olivia dans la pièce. L'arrivée soudaine d'Olivia a surpris la bande, mais ils sont tout de même heureux de la voir. Elle explique qu'elle est née dans ce village et qu'elle est venue pour aider, tout comme eux. L'ancien, Dio, réunit le conseil et informe la bande qu'elle ne va pas rester les bras croisés en attendant le retour des démons. Ils ont l'intention de contre-attaquer au matin avec toute la force dont ils sont capables et de s'emparer de la porte. Sans la porte qui les ancre dans ce monde et alimente le pouvoir des démons, ils seront bannis du monde des mortels et renvoyés en enfer, là où ils doivent être. Une fois la menace écartée, la forêt pourra enfin commencer à se soigner. Dolan est prêt à se battre et dit qu'ils sont là pour aider du mieux qu'ils peuvent. Vlek, la fourrure, exprime le même sentiment que le reste du conseil lorsqu'il dit qu'il se sent plutôt pitoyable de demander l'aide de Dolan. C'est un triste jour que celui où les habitants de la forêt ne peuvent se sauver eux-mêmes sans intervention extérieure, mais ils savent tous que sans l'intervention de nos héros, la forêt aurait très probablement été envahie par le mal. Olivia se porte garante de l'équipage et mentionne que la nouvelle a été envoyée au monde extérieur. S'ils échouent dans leur attaque, ceux qui viendront après eux pourront au moins terminer le combat. Dolan admire l'esprit combatif des elfes et veut l'égaler. Christina, Selena et lui jurent d'être à la hauteur de leurs attentes et de chasser l'ennemi de leur maison, quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, les chevaliers démons organisent leur propre pow-wow, et les vibrations ne sont pas très positives. Après s'être fait botter les fesses par une bande de protagonistes d'anime, aucun des monstres infernaux n'est de bonne humeur. Chacun d'entre eux veut se venger de ses homologues respectifs. George et Rafflesia, en particulier, sont fous de rage et se défoulent sur les pauvres Eltes qui ne font que s'occuper de leurs affaires. Garant est agacé par leur comportement et demande à George de faire quelque chose, mais même le chevalier en chef est anxieux à l'idée de la prochaine revanche. George dit de les laisser à leur colère, il est plus curieux au sujet de ce Dolan. Il reconnaît quelque chose chez ce garçon, et s'il a raison, le combat à venir sera le plus important de leur vie. Garant, le démon métallique, est surpris d'entendre cela de la part du dieu déchu, alors qu'une malheureuse fourmi passe à côté de sa tête. Il ne pensait pas que quoi que ce soit dans ce royaume puisse représenter un défi pour George, mais comme l'explique le chevalier, Dolan n'est pas du tout de ce royaume. Les compétences, l'aura et la magie utilisées par cet homme évoquent toutes quelque chose qu'il a vécu il y a longtemps, avant sa chute. Nous remontons le temps jusqu'à ce moment-là, George n'a pas toujours été le démon qu'il est aujourd'hui. Dans un passé lointain, il était un saint soldat du seigneur Aldi qui se battait souvent contre les dieux démons. Lors de cette bataille, lui et ses compagnons d'armes sont sous le choc d'un combat désastreux auquel seuls quelques-uns d'entre eux ont survécu.
Bien qu'affaibli et blessé, Georges dit aux autres anges qu'ils doivent se regrouper avec leur Seigneur et continuer le combat. Cependant, ces paroles sont interrompues par l'arrivée soudaine de quelque chose d'énorme à l'horizon. Il se retourne, choqué, pour voir l'ancien dieu dragon repousser l'ennemi avec facilité, traçant un chemin de ruine dans le rang et semant la peur parmi les démons. Cette vision suffit à susciter l'admiration de Georges, et il se souvient encore de ce moment. Dans le présent, il a du mal à comprendre que ce grand et terrible dragon ne soit plus qu'un minuscule humain. Mais il n'est pas contrarié, au contraire, cela lui donne encore plus envie de se battre. L'ancien dragon serait un excellent test de ses prouesses, et le dieu déchu est impatient de se battre à nouveau contre Dolan. De retour au village des elfes, Diadra est en train de broyer du noir lorsque Dolan arrive. Elle prévient notre héros qu'elle n'est pas de très bonne humeur et qu'on ne peut pas lui reprocher ce qu'elle pourrait faire s'il s'approchait imprudemment. Dolan dit qu'il a juste une petite faveur à demander, et quand Diadra se retourne pour lui lancer un coup de gueule, elle réalise qu'il n'est pas juste à côté d'elle, ayant pris ses mots au pied de la lettre. Dolan s'est assuré de s'approcher d'elle aussi prudemment qu'il le pouvait, à tel point que la gothique ne l'a même pas remarqué bouger. Diadra dit qu'il est un peu bizarre, et le dragon renaissant admet qu'on lui en parle souvent. Mais surtout, il sait qu'elle souffre toujours de la blessure que Rafflesia lui a infligée pendant le combat. Légèrement agacée, Diadra révèle qu'elle s'est promenée avec cette horrible blessure pendant tout ce temps, comme si de rien n'était. Dolan lui explique qu'il va la guérir en lui versant son jus d'esprit, et qu'il vaut mieux qu'elle ne résiste pas. À la surprise de Diadra, cela fonctionne et elle se demande s'il est encore humain. Elle se lamente ensuite sur le sort des esprits des fleurs que la malheureuse Rafflesia a blessés et s'en veut de ne pas les avoir mieux protégés. Ce que les démons ont fait est impardonnable, et en tant que survivante, c'est à elle de venger les fleurs. Dolan demande s'il peut aider l'amoureuse des fleurs, et le cœur gothique et froid de Diadra se réchauffe un peu devant sa gentillesse. Tout le monde discute autour d'un thé aux fleurs lorsque Dolan se joint à eux pour manger un morceau. Dolan apprécie le repas et dit qu'il pourrait certainement en manger davantage. Fio est content et se moque un peu de Christina parce qu'elle a réussi à tout dévorer en un instant. Selena veut connaître le secret du chevalier blanc et lui demande comment elle fait pour que tout ce qu'elle mange ne lui arrive pas à la taille, mais plutôt à la poitrine. Fio, quant à lui, qui est bâti comme un mur de briques, est jaloux d'elle deux. Les filles remarquent que Dolan les regarde fixement et l'interpelle. Notre garçon, qui essaie juste de profiter de son repas, dit gentiment aux filles qu'aucune d'entre elles n'a rien à leur envier. Le dîner terminé, le groupe décide qu'il est temps de se reposer et Selena propose de prendre les plats de Dolan pour lui. Cependant, alors qu'elle le fait, il remarque un tremblement dans ses mains. Plus tard dans la nuit, il se réveille et découvre que la fille au serpent a disparu de son lit. Il la trouve assise seule sur un balcon surplombant le village. Dolan voit tout de suite qu'elle est plus que nerveuse et décide de la rejoindre. Il dit que la vue sur le village elfique, d'ici, est absolument magnifique. Sous la lune de minuit, le village est un spectacle majestueux qui apaise le cœur. Dolan lui demande alors si elle va bien. Après la bataille contre les démons, Selena s'est comportée bizarrement et il veut savoir si elle a peur. Selena explique qu'elle n'a pas vraiment peur des démons, mais que c'est assez compliqué. Elle repense au moment où elle a eu l'un d'entre eux sous la main, mais n'a pas pu se résoudre à le détruire. Même après tout ce que les démons ont fait, même si elle savait qu'ils étaient le mal absolu, elle était trop faible pour achever l'ennemi le moment venu. Elle a honte d'être une mauvaise Lamia et aimerait pouvoir changer. Dolan réconforte Selena en lui disant qu'il pensait que tous les Lamia étaient des créatures au cœur froid jusqu'à ce qu'il la rencontre. Dolan espère qu'elle n'aura pas à changer maintenant, alors qu'il aime tant cette version gentille et douce d'elle. Elle rougit déjà à cause de ce dragon qui parle avec douceur, mais il lui offre un cadeau en plus de tout cela. Il s'agit d'une petite pierre magique qui brille au clair de lune. Selena peut sentir une énorme puissance s'en dégager, et Dolan explique qu'il s'agit d'un charme spécial. Cependant, il n'explique pas en détail comment il l'a fabriquée et se contente de dire qu'elle provient d'un souhait qu'il avait de la garder en sécurité. Il l'enroule autour du poignet de Selena comme un bracelet et dit qu'il la protégera lors du combat de demain. Soudain, Christina arrive avec une couverture chaude et leur reproche à tous les deux d'avoir monopolisé cette vue magique pour eux seuls. Il lui demande de se joindre à eux et tous trois se blottissent sous les couvertures, regardant ensemble le village. Se sentant rajeunie et plus confiante, Selena se lève d'un bond et s'exclame qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour protéger les elfes et leur maison. Christina la rejoint, déclarant fièrement qu'elle détruira la menace démoniaque quoi qu'il en coûte. Les trois s'installent pour la nuit, mais alors que Dolan borde Selena, Christina lui demande s'il a déjà entendu le terme « surhumain ». Dolan ment en lui disant qu'il n'en a jamais entendu parler. Le lendemain matin, nous constatons que les habitants de la forêt se sont rassemblés de loin en loin, prêts à partir en guerre. Gio prononce un discours vibrant qui condamne les démons et excite les guerriers. Il déclare qu'il ne pardonnera jamais et n'oubliera jamais ce qui a été fait à leur forêt. Il demande à ses frères et sœurs de se joindre à lui pour venger leur maison et traduire en justice le fléau démoniaque. Alors que l'armée s'apprête à attaquer le portail, nous voyons se dessiner le plan de la bataille. La porte est reliée à 3 autres portails, et s'ils espèrent la fermer pour de bon, ils doivent tous les fermer. Les forces se divisent en 3 groupes,
chacun attaquant les petits portails tandis que Dolan et la bande s'attaquent de front au portail principal. Dolan et les filles montent à l'arrière d'un chariot tandis que Gio et son commando les escortent jusqu'au champ de bataille. Mais les démons n'attendent pas leur arrivée et Dolan les sent se rapprocher. Sans un mot, Selena saute de l'arrière et leur dit de continuer à avancer, elle va aider les elfes à retenir la horde. Dolan et Christina sont inquiets, mais Selena est sûre d'elle. Elle va s'imposer et rendre ses amis fiers d'elle. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.